Alors, bonsoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes avec nous. Je me nomme Ariane Brundelray et je suis très heureuse d'être ici pour animer cette croisée des mots co-organisée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et la Bibliothèque publique de Toronto. Dans quelques instants, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir l'autrice torontoise Tassia Trifiatis-Tesgel, dont le dernier roman, Créature primordiale, est sorti en mars dernier. Par contre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je cède la parole à Peter Cupidura, spécialiste des services en français de la Bibliothèque publique de Toronto. Merci beaucoup, Ariane. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être de retour pour saluer Croisée des mots. Après tout, c'était à la Bibliothèque de France de Toronto que tout a commencé en octobre 2018. Maintenant, déjà, 4 réseaux de bibliothèques collaborent avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, ce qui manifeste l'importance extraordinaire de cette belle initiative pour diverses villes et des tant de francophones partout en Ontario. J'aimerais saluer Ariane, vous et Yves et Tassia Trifitis-Tesgel, ainsi que tout le monde qui est présent. Autant qu'organisateur de cet événement, je tiens à réaffirmer que la Bibliothèque publique de Toronto est située sur des terres autochtones et sur le territoire bol à une seule cuillère. Il s'agit du territoire traditionnel de la Confédération des Haudenosaunee, des Wendat et de la Première Nation Mississauga des Crédits. La Bibliothèque publique de Toronto remercie fortement ces nations autochtones d'avoir protégé ce territoire. Merci et je cède la parole à Yves. Oui, bonsoir tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir à l'Association des auteurs de recevoir, de vous présenter une autre fois, une autre édition de la Croisée des mots. Si vous permettez, nous tenons, nous également, avant de débuter, à souligner que les terres sur lesquelles se trouvent les bureaux de la AOF font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Permettez-moi également de remercier nos partenaires pour la tenue de la Croisée des mots 2021-2022. D'abord, nos partenaires financiers pour l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario, le Conseil des arts de l'Ontario, le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, ainsi que Patrimoine canadien. Comme Peter l'a mentionné, la rencontre de ce soir est présentée par la Bibliothèque publique de Toronto, mais l'ensemble du programme de la Croisée des mots bénéficie d'un partenariat avec 3 autres bibliothèques, c'est-à-dire la Bibliothèque publique d'Ottawa, la Bibliothèque publique de Hearst et celle de Sudbury. Et nous en sommes grandement fiers de ce partenariat et on espère qu'il pourra se poursuivre plus longuement. Sans plus tarder, ce soir, nous vous présentons, comme il a déjà été mentionné, Tassia Trifiatis-Tesgel. Tassia est née à Montréal d'une mère québécoise et d'un père grec. Elle a également obtenu une maîtrise en littérature comparée au cours de ses études. Après un séjour de plusieurs années à Istanbul, elle s'est installée en Ontario où elle travaille pour la radio de Radio-Canada. Son premier roman, publié chez Leméac, qui s'intitule Judas, est paru en 2007, suivi de Mère Grand en 2010, pour lequel elle a été finaliste au prix du gouverneur général. Elle a également publié aux éditions du Passage en 2018 un récit de voyage illustré par Caroline Lavergne, Les Platanes d'Istanbul, qui a obtenu un prix, celui de la Société Alcuin. Son dernier roman, Créature primordiale, est paru en mars 2021. Tassia habite Toronto avec son mari, leur fils, ainsi que leur famille élargie. Alors, à tous ceux et celles qui assistent à cette rencontre, c'est avec un immense plaisir que je cède la parole maintenant à Tassia Trifiatis, qui nous fera la lecture d'un extrait de son dernier roman, Créature primordiale. Bonne soirée à tous et à toutes. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je me sens bien honorée de participer à la Croisée des mots. Ça va comme suit. Je suis à la page 118 de Créature primordiale. La morte de la forêt ne croyait pas posséder plus de pouvoir que les autres gens, mais plutôt qu'elle était une parcelle de la mémoire du monde. À travers elle, l'histoire de l'humanité était recréée en format humain. À son arrivée sur Terre, tout comme le cosmos avant elle,
Elle était une créature informe. Puis elle est née sans savoir comment, de l'union de deux planètes ou de deux monstres, ou d'une implosion, et au début, elle était libre, puis esclave, puis libre à nouveau. Au début, elle vivait avec ses pères et ses impairs. Puis elle s'est recluse, puis elle est retournée au foisonnement du nombre. L'avancement de l'espèce humaine était l'évolution de sa vie. L'alliance était pour elle la loupe qui fait que la peur prend feu et brûle. En regardant abeilles, papillons, oiseaux et fleurs, la morte de la forêt comprenait qu'elle n'avait pas à avoir peur. S'ils existaient, c'est qu'il n'y avait rien à craindre. La morte de la forêt était un échantillon de la vie. D'abord nomade dans cette forêt dont elle était la voix, elle avait dû aller travailler dans une ville loin des siens avec un de ses fils. Voilà pourquoi elle me parlait dans le souffle du vent quand elle m'apercevait à travers les branches. Elle comprenait le décalage de mon âme. Une nuit, j'ai rêvé d'elle. Elle exerçait une besogne et un habitant de l'endroit venait à elle. Vous qui venez de la nature d'une bruine, comment pouvez-vous comprendre les tremblements de cette ville? Je répète que je viens de nulle part. Impossible, ma sœur, le passé n'est jamais loin. Il est loin lorsqu'on ne le regarde pas. Vous ne regardez plus la nature? Quand je vous regarde, vous et les autres, oui. Mais comment pouvez-vous vivre dans ce qui vous est inconnu? Je répète que rien n'est inconnu si je le regarde. Je vis ici comme si cela ne me faisait rien, en mangeant quand j'ai faim, en dormant quand le sommeil me domine. Se réveiller à un endroit est le signe qu'on le reconnaît. On lui dit « J'ai été capable de dormir avec toi ». Peu importe, on ne peut oublier d'où l'on vient. Je viens de nulle part, je suis un homme et une femme et je n'ai pas d'origine. Je me recommence à chaque instant et le Fils me suit. Après la mort de sa maître, la morte de la forêt décida qu'elle ne garderait que la carapace de sa vie et qu'elle pouvait se débarrasser de son contenu. La carapace était humaine. Elle avait résolu de ne pas laisser les souvenirs définir qui elle était. De même qu'on ne pouvait faire surgir le flot du rocher, on ne pouvait faire sortir la vie d'une femme. La tribu ne lui manquait jamais, même si elle savait que ceux qu'elle aimait l'habitaient toujours. En fermant les yeux, elle revoyait les chemins, les arbres, les abeilles et elle entendait les wawarons sans jamais être atteinte de nostalgie. Sans la mettre en son intérieur, le campement était un lieu vidé de son sang, une tente découronnée. Rêver à la tribu alors qu'elle faisait des besognes à la ville toute la journée ne lui amenait aucun réconfort. Au début, elle croyait que penser à ce lieu en plein labeur serait comme rêver à son lit lorsqu'on a atteint l'épuisement. Mais c'était faux. Devenir mère est aussi devenir un hameau. J'avais perdu mes marques, mes bâtisses s'étaient effondrées. L'amour humain était toutefois un bon repère à ausculter lorsque tout s'embrouillait. Je savais que j'allais oublier mon micro. Merci beaucoup pour cette superbe lecture, Tassia Trifiatis Tesgal. On m'entend bien, j'espère? Je voulais juste rappeler côté cuisine qu'il est possible de poser des questions à Tassia Trifiatis Tesgal, il y a deux façons, soit directement dans la boîte, pour ceux qui nous suivent sur Zoom, directement dans la boîte de commentaires, soit sur Facebook et les questions me seront relayées. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure dans la prochaine heure plutôt que de réserver un bloc pour les questions. Créature primordiale que j'ai beaucoup aimé est un livre quand même très différent de vos précédents, en fait. Donc, avant Créature primordiale, vous avez fait paraître 2 romans dans un registre plutôt réaliste, suivi d'un récit qui est évidemment également très réaliste. Ici, on est ailleurs. C'est moins réaliste, c'est plus métaphorique, on est plus proche du conte. On l'a vu d'ailleurs avec le personnage de la morte de la forêt. Et en fait, dès la première page, il est question de mandat, de garder du savoir, d'œuvre primordiale, de caramanda. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore lu votre roman, est-ce que ce serait possible de nous expliquer un peu de quoi il s'agit pour qu'on soit tous un peu sur la même page ensuite? Bien, je crois que définir, dire de quoi créature primordiale, de quoi il s'agit dans créature primordiale, c'est un défi pour moi aussi parce que c'est vraiment un livre qui est un condensé de 10 ans, de près de 10 ans de travail.
Donc, c'est un livre que j'étais allée écrire à la base à Istanbul. C'est pour ça que je suis partie il y a 10 ans à Istanbul. C'était pour écrire Créature primordiale. J'avais déjà le titre en tête et je savais que ce serait sur les arrivées et les départs. C'était mon point de départ, justement, que ce titre et que ces deux thèmes. Mais finalement, avec le temps, je me suis comme pas rappelé, mais je me suis rendu compte que en fait, ça serait vraiment un long voyage que ce livre. Et puis, entre-temps, il y a les Platanes d'Istanbul qui sont nés à Istanbul, alors que je n'étais pas du tout partie pour faire un récit illustré quand je suis déménagée là. Je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas du tout fini Créature primordiale quand je suis partie d'Istanbul. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait une deuxième partie. Donc, la première partie se passe à Istanbul. Et la deuxième partie se passe à Toronto. Le passage que j'ai lu se passe dans la forêt. La morte de la forêt est inspirée de la forêt du parc Humber, près de la rivière Humber, dans l'ouest de Toronto. C'est un boisé que j'ai énormément arpenté depuis que je suis arrivée ici. Donc, je pense que Créature primordiale, pour faire une histoire courte, c'est vraiment une fable sur les arrivées et les départs dans la vie. Puis ma question primordiale, si je peux dire, au départ, c'était vraiment quand est-ce qu'on sait quand c'est le temps de partir, quand c'est le temps de mettre fin à une étape. Il y a des étapes de la vie qui ont une fin intrinsèque, puis il y a des étapes auxquelles il faut mettre une fin soi-même. Quand est-ce qu'on sait si c'est quelle sorte d'étape il s'agit dans notre vie. Donc, c'est toujours cette question-là qui m'habitait. Et puis, on retrouve plusieurs personnages un peu fantastiques tout au cours du roman parce que c'est un peu des archétypes, en fait, qui suivent le personnage principal de Sophronia tout au long de ses voyages à Istanbul et à Toronto. Donc, la morte de la forêt, c'est un peu un esprit un esprit de femme des boisés de Humber ici et un esprit auquel la protagoniste se sent proche. Oui, alors le roman est en fait divisé en deux parties, n'est-ce pas? On a la première partie qui est départ, on a la deuxième partie qui est arrivée. Les personnages sont les mêmes, mais à part ça, c'est presque un diptyque. On a presque deux romans en un, j'ai l'impression, et là, on comprend que ça reflète probablement votre propre parcours en quelque sorte. Donc, les années passées à Istanbul à écrire, les années ensuite de retour au Canada. La première partie, je dirais, beaucoup une histoire d'amour, en fait, qui est un peu subtile, mais aussi de classe sociale, de recherche du savoir. Dans la deuxième partie, en fait, qui est comme la suite, les thèmes abordés sont très différents. On est devant un personnage l'arrivée, en fait, dont il est question, si je ne me trompe pas, c'est l'arrivée d'un fils et l'arrivée d'une mère, en fait. Il est beaucoup question, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé, de naissance d'une mère. C'est bien ça. Et donc, on voit ce qui arrive avec Sophronia. Comment, par contre, donc, ce diptyque-là s'est imposé par votre propre parcours? Vous avez quitté Istanbul, vous n'avez pas fini le roman, il y a eu une deuxième partie qui s'est ajoutée comme ça, c'est ça. Je m'excuse, vous avez répondu à ma propre question, je vais juste rebondir tout de suite. Une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans la deuxième partie, c'est justement qu'on a ce personnage-là qui devient mère, mais qui a aussi de la difficulté, en fait, à devenir mère. Elle a de la difficulté à naître à elle-même comme mère. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait obstacle, dans le fond, à sa naissance, à elle, après la naissance du fils? Je pense que le fait qu'il y ait deux parties, je vais continuer sur la question que vous avez sautée, mais pour revenir à la question que vous venez de poser, c'est qu'il y a deux parties parce que on dit toujours les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Bon, c'est un peu un cliché, mais les passages de la vie aussi se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des deuils, il y a des naissances, il y a des joies, il y a des chagrins. Donc, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai tellement aimé, je pense que je vais relire, mais juste la première partie. Je ne vais pas relire la deuxième partie. » Donc, c'est vrai que c'est vraiment comme deux livres, mais c'est vraiment ça aussi la vie. C'est qu'on peut passer des années extraordinaires suivies d'années de déchéance. Dans le cas de Sophronia, ce qui se passe, en fait, c'est que elle souffre de troubles
psychiatrique après la naissance de l'enfant. Donc, ce n'est pas dit clairement, mais ça ressemble à la dépression postpartum. Peut-être même que c'est dit clairement parce que c'est comme mon... je pense que je n'ai pas relu le livre non plus. On parlait du mémoire de maîtrise tantôt que je n'avais pas relu. Je pense que Créature primordiale non plus, je ne l'ai pas relu. Donc, je ne sais pas si j'ai écrit spécifiquement dépression postpartum, mais c'est dont souffre le personnage principal. Et puis, je pense que c'est... vous l'avez bien dit, Ariane, c'est qu'il faut, on fait naître un enfant, mais il faut faire naître une mère aussi. Et comme les arrivées ne suivent pas nécessairement les départs, eh bien, la naissance, la mère ne suit pas nécessairement l'enfantement. Donc, des fois, ça prend du temps avant que les deux se rejoignent. Puis, c'est la même chose avec les arrivées, les départs. Parfois, on quitte un lieu, on arrive à un autre, mais on n'est pas arrivé nécessairement. Des fois, on est arrivé de corps, mais on n'est pas arrivé psychiquement, on n'est pas arrivé dans notre esprit. Des fois, l'esprit ne suit pas toujours le corps, dans le fond. C'est ça l'idée. Donc, ça, c'était un long cheminement pour la protagoniste. Et puis, c'est un peu le symbole de ce chemin-là. C'est un peu la route qui longe la rivière Humber, ici dans l'ouest de Toronto. Donc, Sophronia, tout au long de la deuxième partie, marche au rythme de la rivière dans cette route du portage. Hein, Kobechenong, ça veut dire la route du portage. Donc, elle marche parce que finalement, elle porte... Le thème du portage est vraiment important dans Créature primordiale parce que Sophronia, justement, elle porte cet enfant physiquement sur elle en même temps qu'elle porte justement cette quête d'arriver enfin à être mère. Oui, donc en fait, j'ai eu l'impression que dans le roman, il y a une opposition de la première partie qui est de l'ordre du savoir, si on veut, de l'éther. Vous faites vous-même l'opposition entre éther et terre dans le roman que j'ai trouvé vraiment superbe. Donc, on est beaucoup dans l'éther dans la première partie, une quête de savoir, une recherche. On a des personnages qui essaient de créer une collection de livres, une bibliothèque. Et dans la deuxième partie, c'est comme si les personnages ont, ou en tout cas Sophronia, la mère, on est beaucoup plus du côté de la terre, donc les soins de l'enfant, il y a une redescente dans son corps, etc. Et j'ai trouvé que les thèmes aussi allaient très bien avec le diptyque, le changement de lieu, mais c'est vrai en même temps que les arrivées, les départs s'emboîtent plutôt que se succèdent, en fait. Je pense qu'en étant une artiste, en étant une chercheuse, parce que moi, c'est beaucoup... J'écris, mais je suis avant tout une chercheuse, je pense. Je cherche toujours, je cherche des personnages, je cherche des vérités, je cherche des mots, je cherche des gens. Je cherche des observations. Donc, je pense que quand on est une femme, une artiste ou une intellectuelle, une chercheuse, puis que moi, j'ai toujours vécu dans le monde de l'esprit, en fait. Je me suis jamais intéressée vraiment en tant que personne aux trucs matériels. Mais quand on devient une mère, parce que moi aussi, je suis devenue une mère, pas juste mon personnage principal, moi aussi, je suis devenue une mère en écrivant ce livre-là. Puis moi, je trouve qu'en tant que femme, en tant qu'écrivaine, ça a été tout un passage que de passer justement du monde de l'esprit où là, on devient une mère, puis il faut vraiment s'intéresser aux choses de la terre. Et puis, moi, j'ai eu mon fils à 35 ans, donc ça faisait 35 ans que je pensais pas à ça. Donc, c'est pour ça que Sophronia, c'est vraiment comme une espèce de décalage considérable, là. C'est vraiment... c'est vraiment un décalage qu'elle a vécu puis que j'ai essayé là, de mettre sur papier. Et on le sent très bien, en fait, ce décalage. Puis en même temps, on aborde autant on a des personnages très métaphoriques, des archétypes. En même temps, il y a des sujets très, très concrets qui sont abordés. Donc, on a parlé de la difficulté d'être mère, la difficulté de porter des soins à l'enfant, la dépression postpartum, qui est effectivement nommée dans le roman. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On nomme ces difficultés-là.
On parle aussi de l'insertion dans la belle famille qui peut parfois être difficile. On a en lisant le roman, je me suis rendu compte qu'un des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mamans, c'est de demander de l'aide après l'accouchement. Mais ici, on a un personnage qui a trop d'aide, je pense. Et ça lui nuit, en fait, dans sa naissance à elle-même comme mère. Est-ce que je me trompe? Oui, parce qu'en fait, le personnage a de la difficulté, Sophronia a de la difficulté à découvrir ses propres forces. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'aide, mais pas toujours. Donc, tu sais, il y a toujours le cliché de ça prend un village pour élever un enfant. Eh bien, ce personnage-là a ce village-là, mais en même temps, elle n'a pas été élevée dans un village non plus. Donc, c'est toute aussi les rapports culturels, les différences au niveau culturel. Donc, ça aussi, c'était un point très important parce que quand on dit, ben, on est seul, puis on meurt. Dans la vie, on est seul et on meurt seul. Mais je pense que d'un côté, il y a des aspects de la maternité qu'il faut vivre seul aussi. Parce que ça aussi, c'est une naissance. Donc, la naissance de la mère, qui d'ailleurs porte un très beau nom qui m'échappe. Euh, mais ça existe, ça, un mot pour décrire la naissance de la mère. Mais donc, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des étapes dans la vie, il y a des arrivées et des départs qu'il faut vraiment franchir tout seul, même si on peut être accompagné, même si on peut être soutenu. Il y a des trucs qu'il faut traverser avec soi-même. Même, en effet, oui. Vous parlez des arrivées et des départs, qui est effectivement le thème principal de votre dernier roman, mais à vous écouter parler, je me rends compte en fait que ça traverse l'ensemble de votre œuvre, les arrivées et les départs. Tout à fait. Vraiment, donc de Judas, Margrand, Les Platanes d'Istanbul. Une des choses que j'ai trouvées fascinantes, j'ai lu les 4 livres, une des choses que j'ai trouvées vraiment fascinantes, c'est que Les Platanes d'Istanbul reprend à peu près la même trame narrative que la première partie des Créatures primordiales, mais dans un registre complètement différent. On est justement dans un récit, donc c'est très réaliste, tout ça, ça ajoute un éclairage. Mais je voudrais savoir pourquoi vous avez senti le besoin de retourner à cette histoire-là. Là, on comprend que vous étiez déjà en train d'écrire Créatures primordiales quand vous avez aussi écrit le récit. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce que vous ne pouvez pas raconter, dans le fond, dans un récit qui a nécessité que vous écriviez aussi le roman? Comment est-ce que les deux se complètent? Oui, pour moi, c'était vraiment 2 travaux différents, 2 travaux de recherche différents, même si, bien sûr, que je me suis inspirée parfois des mêmes personnages, mais en même temps, dans Les Platanes d'Istanbul, j'ai beaucoup parlé d'une amitié que j'ai vécue avec une femme un peu plus jeune que moi, donc qui est devenue une amie proche, qui avait un fils atteint d'une maladie mortelle, une maladie dégénérative rare. Euh, et puis, donc, elle n'est pas du tout dans les créatures primordiales. Donc, je pense que j'ai vraiment... Le récit de voyage, c'était un peu le quotidien à Istanbul, alors que les créatures primordiales, c'était un peu l'aspect onirique de mes années à Istanbul. C'est comme si les platanes, c'était un peu, bon, je donnais des cours j'essayais de trouver des étudiants pour gagner ma vie, donner des cours, des pseudo-cours d'anglais. Euh, euh, j'ai essayé, c'était un petit peu la survie à Istanbul, en même temps les amitiés, euh, les premières années de mon mariage aussi. Bon, c'était ça. C'est vraiment, comme vous dites, un récit. Alors que Créature primordiale, c'est comme si j'avais regardé Istanbul plutôt d'un angle fantastique. C'est comme si j'avais un peu rendu, c'est ça, là, onirique, la réalité. Euh, donc oui, j'avais besoin des deux. J'avais besoin des deux. Puis aussi, je voulais vraiment montrer Istanbul parce que comme je disais souvent à l'époque où je travaillais sur les platanes d'Istanbul, c'est que Istanbul est tellement
grandiose, tellement magnifique, tellement merveilleuse avec un grand M, qu'on dirait que les mots ne suffisaient pas. Je voulais montrer. Et puis, j'ai vu que je ne suis pas du tout une dessinatrice, une illustratrice. J'ai eu la chance de collaborer avec Caroline Lavergne qui a vraiment bien rendu mon Istanbul et son Istanbul, donc un mélange des deux. Euh, C'était super, c'est devenu très important pour moi de montrer, oui, c'est ça, de montrer la ville. Avec Créature primordiale, je la montre dans la première partie, mais plutôt d'un côté un peu fabuleux, dans le sens de fable. Entre les deux œuvres, en fait, on commence à voir combien Istanbul est une ville multiple, en fait. Vous faites très bien sentir aussi l'immensité de cette ville-là, qu'il y a des quartiers extrêmement différents. Et notre expérience de la ville ne sera pas la même si on reste dans les quartiers touristiques, si on s'aventure ailleurs. C'est une ville qui est en constant en tout cas, en ébullition, changement, qui a doublé, je pense, vous le dites dans un des livres, qui a doublé sa population en 15 ans. Donc, on voit aussi que un seul récit, un seul livre de votre point de vue, ça n'aurait pas été suffisant. Et si je peux me permettre une recommandation à nos auditeurs et auditrices, vraiment, je dirais de lire les deux, en fait, un après l'autre, dans un ordre ou l'autre, parce que les deux livres, je pense, se répondent et jettent un éclairage l'un sur l'autre, en fait. C'était magnifique de vous lire comme ça, de voir les deux histoires se répondre, en fait, comme ça. Puis, si je peux me permettre, c'est qu'en voyant à quel point l'expérience stambouliote diffère selon si on est dans un quartier ou l'autre, je me suis rendu compte, en fait, que c'était comme ça partout. Bon, Istanbul, c'est peut-être plus évident tellement c'est vaste là, au niveau superficie, mais Montréal ou Toronto aussi, c'est la même chose. Jane and Finch, ça va être vraiment une expérience de Toronto différente de South Etobicoke où j'habite ou de Junction. Donc, c'est vraiment, il y a différentes réalités socio-économiques, culturelles dans les villes, dans les mégapoles. Dans Toronto, c'est un peu la mégapole. Si je peux comparer avec Istanbul, c'est un peu la mégapole de notre pays. Donc, c'est bon aussi pour Toronto, Montréal aussi. Mais ça, je m'en suis rendu compte, je pense, après avoir vécu à Istanbul. On a d'ailleurs une question dans la boîte de commentaires sur Zoom de la part de Lucie Hott qui porte justement sur Toronto. Alors, je vous la lis. Lucie Hott voudrait savoir quand vous êtes arrivée à Toronto et si Toronto fait désormais partie de votre imaginaire littéraire. Oui, tout à fait, parce que, bon, Toronto, premièrement, d'un point de vue personnel, c'est la ville natale de mon fils. Hein, donc, mon fils est torontois, mon fils est né à Mount Sinai. C'est un vrai Torontois. Puis pour lui, Toronto, c'est vraiment sa ville. Donc, c'est sûr que moi, je suis attachée à travers lui, je dirais. Je ne suis pas autant attachée que lui parce que je suis quand même arrivée tard. Je suis arrivée à 34 ans. Mais vu que je l'ai eu ici, c'est sûr que j'ai un attachement particulier. Autant les platanes d'Istanbul que Créature primordiale se terminent. Les platanes d'Istanbul se terminent à Toronto. Donc, les dernières pages, je suis déjà à Toronto. Et puis, dans la dernière partie de Créature primordiale, Sophronia, qui est la protagoniste, aussi est à Toronto. Donc, dans la partie arrivée de Créature primordiale, on est à Toronto, c'est beaucoup, c'est ça, c'est vraiment la rivière Humber. Je parle du pont Humber, je parle des murales aussi. N'importe qui peut marcher sur cette route-là et puis voir les murales. Donc, oui, bien sûr que Toronto fait partie de mon imaginaire. Puis je pense que pour même si je venais un jour à quitter Toronto comme j'ai quitté Istanbul ou Montréal, ça va toujours faire partie de mon imaginaire parce que, en fait, ça s'emboîte, hein, ça s'efface pas, hein, ça va juste un par-dessus l'autre. Dans tous les livres, j'ai fait allusion à la Grèce, plus ou moins longuement, dans chacun de mes 4 livres. Donc, il y a toujours une allusion. Des fois, dans certains livres, c'est plus long, comme mes 2 premiers, c'est quand même un peu plus long. Les 2 derniers, moins long parce que je suis allée moins souvent dans ces années-là, mais il y a quand même des allusions. Donc, je pense que les lieux
sont très importants pour moi. Puis là, je suis comme mon imaginaire est vraiment un peu, pas séparé, mais habite Athènes, Montréal, Toronto et Istanbul. Je pense qu'au niveau géographique, c'est mes quatre pôles. Est-ce que ça change quelque chose d'écrire à partir de Toronto ou de l'Ontario plutôt que de Montréal ou du Québec ou même d'Istanbul? Oui, c'est sûr, parce que moi, je pense que chaque ville, en tout cas, dans mon cas, c'est que chaque ville correspond à un passage de ma vie. Donc, par exemple, tous mes étés en Grèce, j'ai passé tous les étés de ma vie en Grèce de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que je suis allée, je ne sais pas, moi, peut-être 25 fois en Grèce. Donc, c'est sûr que quand je suis en Grèce, quand j'écris à propos de la Grèce ou quand j'ai déjà écrit en Grèce même, c'est sûr qu'il y a des odeurs, des saveurs, juste la manière dont vivent les gens. Hein? Donc, ça nous transporte puis ça nous transforme aussi en même temps. En étant à Toronto, oui, parce que je pense que Toronto, c'est vraiment, à mon sens, c'est une ville qui n'est pas tout à fait, en tout cas, moi, comment je la sens, là, n'est pas tout à fait à échelle humaine. Des fois, j'ai comme l'impression qu'elle est plus grande que nature, mais pas de la même manière dont l'est Istanbul. Parce qu'Istanbul, c'est une ville millénaire, là, c'est pas comparable. Mais Toronto, je me sens souvent dépassée par Toronto. Je me sens souvent, c'est comme les grands gratte-ciels. Moi, ça me donne le vertige un peu, Toronto. Donc, c'est sûr que quand j'écris ici, ça, c'est pas la même chose que si j'écris ailleurs, parce que chaque lieu a j'allais dire des vibrations, mais c'est ça, c'est vrai. Quand on est à Istanbul, on a des vibrations historiques là, qu'on n'a peut-être pas dans une ville plus jeune comme Toronto, justement. Et en même temps, j'imagine que quand on est dans un lieu, on l'a dit tout à l'heure, les départs sont jamais définitifs, c'est-à-dire qu'ils s'emboîtent, on les apporte avec nous. Donc, même à Toronto, vous écrivez à partir de tous les autres lieux que vous avez habités aussi, j'imagine. Bien, exactement. Puis je dis des vibrations historiques, mais à Toronto aussi, parce que je parle des femmes Wendat qui ont marché avant nous sur le bord de la rivière Kobechenang. Justement, je parle de ça. Donc, l'histoire est partout, bien sûr. Là, je faisais plus allusion à l'histoire récente de Toronto. Mais les terres ici, bien sûr que c'est aussi vieux que Istanbul. Bon, la terre est, est âgée partout, hein, mais c'est sûr que oui, je transporte là, mon bagage avec moi, puis ça fait juste. Le bagage fait juste s'alourdir, pas dans le mauvais sens, là, mais ça fait juste s'enrichir. C'est encore la figure du portage, en fait, qui revient ici, là, en fait, avec... Ouais, ouais. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Une des choses que j'ai beaucoup aimé de l'ensemble de votre œuvre, en fait, c'est qu'on a des romans extrêmement distincts qui racontent des histoires très différentes, mais en même temps, il y a des grandes constances. A priori, pour commencer, en fait, on a même l'impression que, bon, les protagonistes sont toujours des femmes. On a l'impression que c'est même presque la variation de la même personne. Et donc, on retrouve toujours un peu la personne qu'on avait laissée dans le livre précédent, ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai l'impression qu'une des quêtes ou un des intérêts de ce personnage-là, qui prend plusieurs noms, qui évolue, qui change quand même. Je ne dirais pas que c'est exactement la même personne, mais on la retrouve, on la reconnaît un peu. Une de ses préoccupations, c'est aussi le vivre ensemble, c'est la création de communautés, c'est les échanges interculturels. Et ça, on le voit tant à Montréal qu'à Istanbul, qu'à Toronto aussi ensuite. Oui. Ça, je me trompe. Oui, tout à fait. Puis les femmes aussi, en général, les protagonistes sont toujours des femmes, mais ce dont il est question aussi, c'est des femmes souvent. C'est un des thèmes, les relations entre les femmes. Ça vient certainement du fait que j'ai grandi vraiment dans une famille de femmes. Donc, c'est ça, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, pour qui j'ai écrit le Mère Grand. C'est pas mal toujours la même personne, et puis c'est pas mal toujours la même personne qui se questionne par rapport à les étapes de la vie, par rapport à la mort.
j'ai toujours l'impression que la mort n'est pas loin non plus dans mes livres parce que la vie est si présente que c'est sûr que la mort doit être là. C'est toujours... on est toujours très proche de la mort. En tout cas, moi, je pense que j'ai grandi personnellement avec la mort de par mon père qui était un orphelin. Ça a toujours été un sujet comme un autre. Les morts, ils faisaient partie de la famille. Les morts, ils étaient là au même titre que les vivants, presque. Donc, je ne sais pas, ça n'a jamais été un tabou pour moi. Puis, ça se retrouve toujours dans mes livres. Puis aussi, c'est comme une manière de rester en contact avec les morts que l'écriture pour moi. Donc, dans Les Platanes d'Istanbul aussi, cet enfant qui était appelé à mourir, quand j'ai appris que cet enfant allait mourir, c'est là que j'ai compris que je devais écrire Les Platanes d'Istanbul, puis mettre d'un côté un instant les créatures primordiales que pourtant j'étais allée écrire sur place. C'était comme si, pour moi, c'était une manière de le garder toujours vivant pour sa mère aussi, hein, que j'aimais beaucoup. On ne pouvait pas sauver l'enfant, mais je me suis dit, ben, si j'écris, son nom signifiait platane. Donc, je me suis dit, c'était comme si l'écriture, pour moi, est une manière de garder les gens vivants, comme ma grand-mère aussi, qui est toujours vivante grâce à ce livre-là, d'après moi. Oui, eh bien, j'allais justement dire, dans Mère Grand, l'écriture garde vivante la grand-mère, je pense. Justement, est-ce qu'on peut parler de Mère Grand un instant? Ben Parce oui. que c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ma propre grand-mère est décédée de la démence dans la dernière année, puis j'étais très, très proche d'elle, donc ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, c'est ça, c'est le livre où on accompagne quelqu'un en fin de vie, quelqu'un qui souffre de démence. Une des grandes forces, je pense, de ce roman-là, puis j'ai vu des gens le vivre aussi, c'est que vous montrez aussi toute l'ambivalence de cette relation-là à la fin. On accompagne quelqu'un qu'on aime, qu'on adore, mais on en vient aussi des fois à la détester, en fait. Et l'ambivalence des relations, des fois, c'est un rapport d'amour-haine et aussi assez présent, je pense, dans la plupart de vos romans, dans Judas, même dans Créature primordiale. Des fois, c'est jamais des relations. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, mais il y a aussi des fois ça accroche. C'est ça, l'amour humain. L'amour humain est plein de haine dans un sens où l'amour humain est plein d'imperfections, en fait. Puis c'est ça qui le rend touchant, cet amour humain. Moi, je sais que quand ma grand-mère était vraiment comme dans les dernières années de sa vie, les derniers... ma propre grand-mère est décédée 2 ans après la sortie de Mère Grand, mais je savais quand même que c'était un peu la fin de sa vie. C'est au moment où je l'accompagnais dans la mort que j'ai compris à quel point elle m'avait donné à travers la vie. Oui. On le sent très bien, ça, dans le roman. En fait, tout le legs de la grand-mère. Je pense que je ne l'avais pas compris. L'écriture, pour moi, ça vient vraiment éclaircir des parties peut-être oubliées, peut-être des parties ensevelies. L'écriture, ça vient mettre une lumière sur peut-être des choses qu'on a oubliées. Donc, ma grand-mère, elle faisait toujours partie de ma vie, comme, tu sais, on prend ça pour acquis. La présente, moi, je vivais avec elle, puis elle m'énervait phénoménalement. J'étais incapable de la supporter dans un sens. Mais c'est quand, par exemple, là, je lui mettais son pyjama, je la lavais ses cheveux. Tu sais, la proximité d'une personne qu'on a quand on prend soin d'une personne vulnérable, ça nous rappelle à quel point nous-mêmes, on a été vulnérables, puis à quel point certaines personnes se sont données pour nous. On ne s'en rend pas compte quand on est enfant. Je ne connaissais pas sa valeur jusqu'à ce que vraiment elle soit comme un petit oiseau dans mes mains, là. Puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, j'ai peur de mourir, est-ce que tu peux être là quand je vais mourir? Puis je lui ai dit oui. Puis
quand elle était pour mourir, j'étais à Istanbul, on m'a dit, c'est la fin, je suis venue. Puis elle a attendu d'être toute seule avec moi, puis elle est partie. C'était une promesse que je lui avais faite. Puis ça, cette proximité-là, elle s'est faite vraiment dans la maladie parce que quand elle était en forme puis que moi, j'étais en forme, on n'avait pas cette proximité-là. Mais en même temps que je l'accompagnais, j'écrivais, moi, tout ça. Donc, tout ça s'est éclairci puis l'amour imparfait que j'avais pour elle puis qu'elle avait pour moi a comme été mis au grand jour. Puis c'est la même chose avec tous les autres livres. Je dis ça pour Mère Grand, mais c'est la même chose avec tous les autres personnages de ma vie. Je dirais que l'attachement qu'on porte envers quelqu'un vient beaucoup par les soins qu'on lui a portés. Donc, le lien d'attachement se développe par les soins. Puis j'ai l'impression que dans Créature primordiale, c'est justement ce qui manque à un moment donné à Sophronia. Elle n'a pas l'occasion elle-même d'accorder ces soins-là à son fils et ça l'empêche de naître comme mère. Donc, encore là, il y a des magnifiques échos, en fait, entre vos livres comme ça, où les thèmes reviennent, sont explorés différemment aussi. Il faut vraiment, et là, je ne le dis pas à vous, évidemment, mais je le dis à ceux qui nous écoutent, il faut vraiment prendre le temps de lire tous les livres de Tacite, Triviatus, Tasiel. On a une autre question ici de Peter Cupidura qui nous demande, on retourne à Toronto en fait, est-ce qu'il est possible de dire que l'énergie de Toronto, qui peut être aliénante, stimule et provoque pour trouver son propre imaginaire et son propre langage? C'est intéressant comme question parce que justement, avec Istanbul et Toronto dans Créature primordiale, on est vraiment ailleurs sur le plan du langage par rapport à Mère Grand ou Judas. En tout cas, c'était mon impression à vous lire. Quand je suis arrivée à Toronto, moi, je suis arrivée où j'habite, c'est vraiment en face du parc Humber. Et puis, j'avais vraiment souffert de 3 années à Istanbul d'asphalte et de surpopulation, pas d'arbres, pas de parc. Puis là, j'arrive et puis j'habite. Mais c'est pas moi qui avais choisi la place où on allait habiter, là. Et puis, quand j'arrive là, puis là, j'habite devant un boisé où il y a des buses, des hiboux, des chevreuils, des lapins. Bon, j'ai pas tout vu ça le même jour, là, mais je peux vous dire depuis 7 ans qu'il y a beaucoup de faune. Donc, c'était pour moi comme une espèce de mirage, là. J'avais autant, en tant que, tu sais, en tant que Canadienne, on a tellement, Canadienne, on a tellement d'accès à la verdure, là. Tu sais, c'était le vert qui me manquait, là, le feuillage, le gazon. Ça m'avait tellement manqué à Istanbul parce que même si c'est magnifique, tu sais, les arbres, ils ont de la misère là, dans une ville de 25 millions d'habitants. Les parcs se font rares. Quand ils existent, ils sont bondés. Donc, là, j'arrive, puis c'est littéralement une mini-forêt en face de chez moi. C'était vraiment comme un mirage après 3 ans de béton. C'était vraiment comme ça que je l'ai vécu. Donc, tu sais, l'actualité m'a beaucoup dérangée quand je suis arrivée. Tu sais, les fusillades à Toronto, je n'étais pas habituée. Après ça, le coût de la vie, plein de gens dans les rues à cause du coût de la vie. Euh, L'actualité qui fait, tu sais, je voyais ça, là, c'est comme les gens des classes les moins aisées qui devaient quitter la ville. Je sais que c'est partout, mais je trouvais qu'à Toronto, c'était encore plus exacerbé, surtout que j'ai commencé à travailler à Radio-Canada comme à peu près dans ce temps-là. Donc, j'étais toujours dans l'actualité. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible qui fuit les nouvelles, mais là, je travaillais dans les nouvelles. Je n'avais pas le choix de les lire. Puis là, c'était il y a des adolescents qui sont morts, il y a il y a le coût de la vie qui est impossible, des gens dans les rues. Puis là, ben, maintenant, j'ai un enfant. Fait que là, il me demande pourquoi la madame dort par terre. Donc, c'était un peu tout ça qui m'habitait en même temps. En même temps, je retrouvais la verdure, la nature, je pouvais aller me ressourcer. Le lac, c'est magnifique, habiter au bord du lac, c'est un grand cadeau. J'en parle beaucoup de l'eau dans Créature primordiale, mais en même temps, il y a une dureté, je trouve, à Toronto, que moi, j'ai vécu. En même temps, je trouve la ville magnifique. J'aime beaucoup Toronto, mais il y a un côté un peu dur pour moi de la ville.
plus qu'à Montréal à cause du coût de la vie, mais même plus qu'à Istanbul, alors. Ça vous a vraiment frappé en arrivant, là. Oui, mais est-ce que c'est parce que j'ai jamais écouté les nouvelles parce que ça m'attristait trop, puis là, je travaillais dans une salle de nouvelles? Est-ce que ça n'a pas dû aider? Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même, c'est sûr qu'il y a l'écart entre les riches et les pauvres, c'est quelque chose qui m'interpelle. Puis je pense que plus les années passent, plus ça devient partout dans le monde. Là, je le sais, c'est presque rendu un luxe d'avoir un toit sur la tête. Mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, je l'ai plus senti ici. C'est peut-être aussi ma sensibilité d'artiste. Des fois, on a des radars. Puis les radars, ils sont wirés pour en bon français différemment chez toutes les personnes. Donc, peut-être c'est un Torontois qui va déménager à Montréal qui va plus le sentir là-bas. Hein, ça dépend des gens. Mais dans Créature primordiale, en fait, toute cette question-là des classes sociales apparaît plutôt par rapport à Istanbul dans la première partie du roman. On n'en parle pas du tout, en fait, je pense, à moins que je me trompe, mais dans la deuxième partie où on est plus préoccupé par la maternité, l'arrivée du fils. Donc... Oui, ça, c'est plus dans mon 5e roman que j'en parle. Okay. Il n'est pas sorti encore. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien, justement, c'est un peu ça, c'est avoir un enfant aussi, c'est voir à nouveau le monde pour la première fois. Et puis donc, les questions aussi de l'enfant par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport à les questions. Donc, il y a vraiment beaucoup question des réflexions de mon fils que j'apprécie particulièrement. Bien sûr que je ne suis pas objective, mais j'aime beaucoup les mots d'enfant en général, les petites, les philosophies les philosophies des jeunes enfants. Je veux dire, les idées philosophiques. Donc, je m'inspire beaucoup de ça, de cette candeur de la petite enfance, en même temps que la dureté du monde actuel. Puis moi, ben, je la vois à Toronto, mais je sais qu'elle est partout. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'itinérants à Montréal que quand je suis partie il y a 10 ans. Là, je le sais bien. Mais moi, là, c'est ici que je vis maintenant. Donc, c'est sûr que je la remarque ici, mais quand je vais à Montréal, je la remarque aussi. Donc, à Istanbul aussi, il y avait de l'itinérance, mais c'était les réfugiés syriens qui fuyaient la Syrie à ce moment-là. La guerre commençait. Donc, c'est les migrations, soit que c'est des migrations climatiques, économiques, mais je pense que les gens sont de plus en plus appelés ben, à être touchés par la précarité d'une manière ou d'une autre. Oui, puis je pense qu'avec la pandémie, on en a encore plus aussi. conscience, ça c'est certain en fait. Là, on a eu à réfléchir, tout le monde, je pense, à ces questions-là. Je voudrais revenir un peu sur certaines constances que je vois à travers votre œuvre. Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a toujours un travail qui est effectué sur la forme littéraire chez vous, en fait. Donc, dans Judas, on avait des chapitres, c'est l'histoire d'une relation d'amour entre une Montréalaise et un Juif hassidique, puis intercalé entre les chapitres, par exemple, il y a des lettres aux fiancés de la protagoniste qui ne seront jamais envoyées. Donc, on a cette forme-là. Dans Mère Grand, en fait, chaque chapitre porte sur... Le titre... les chapitres tournent autour du calendrier liturgique. Les chapitres, par exemple, vont s'intituler, par exemple, dimanche d'un jour... Du temps ordinaire. Merci, les mots m'échappent là, tout à coup. Donc, dimanche du temps ordinaire, ensuite on a le premier dimanche de l'Avent, et ainsi de suite. Dans Les Platanes d'Istanbul, on a évidemment toutes les magnifiques illustrations de Caroline Lavergne, incluant des toutes petites pages comme celle-ci que je trouve magnifiques. Là. Donc, toutes sortes de surprises aussi. Ça, c'est ma grand-mère. Une vraie photo... oui, c'est ça, c'est une photo d'elle à la cabane à sucre. Mais c'est Caroline qui a fait ce dessin-là à partir plutôt d'une photo d'époque. Pour la montrer correctement. Dans Créature primordiale, on a une première partie sur les départs, une autre partie sur les arrivées. Qu'est-ce qui vient avant pour vous? La forme, le contenu, comment vous faites cette juxtaposition-là sur le plan littéraire, dans l'écriture? Est-ce que vous arrivez à écrire avant d'avoir trouvé la forme? Est-ce que ça vous prend une forme pour écrire? Qu'est-ce qui vient avant? Ou est-ce que c'est un agencement, un emboîtement? Ben moi, c'est toujours un dialogue. Dans chacun de mes livres, c'est ça.
c'est toujours, ça vient par deux, moi. Ça vient toujours par deux. Parce que quand j'écris, j'appelle ça ma voix en italique, là. Il y a toujours une voix en italique quelque part qui apparaît. Donc, dans Judas, les lettres jamais envoyées, c'est écrit en italique, si je ne me trompe pas. Oui, OK, c'est ça. Donc, c'est écrit en italique. Après ça, dans Mère Grand, des fois, la protagoniste, Néphélie, elle fait des confidences non, c'est pas Néphélie, excusez-moi, c'est Josepha. Elle fait des confidences à sa grand-mère où elle lui dit des petits mots d'amour ou des pensées qu'elle n'ose pas dire tout haut. Ça aussi, c'est en italique. Après ça, l'italique, comme vous dites, c'est bien pensé. J'y avais pas pensé. C'est peut-être les images, justement, de Caroline qui vient créer des temps de pause à travers le récit. Et dans Créature primordiale aussi, c'est la morte de la forêt qui est en italique. Oui. On peut penser que c'est comme des missives envoyées, mais on ne sait pas trop non plus comment. C'est comme les mandats, on les reçoit. L'italique, pour moi, c'est comme cette espèce de deuxième voix dont on ne connaît pas trop la source, qui est là pour montrer la face cachée de la Lune dans un sens. Donc, c'est vraiment... Moi, ça vient toujours par deux. Puis je pense que c'est aussi... Parce que dans le fond, je pense que tous mes livres sont un peu des dialogues entre différentes parties de moi-même, puis aussi différents états de conscience. Donc, donc, ça passe beaucoup par l'italique. L'italique, c'est une idée de mon éditeur Pierre Filion avec Judas qui, lui aussi, il a remarqué que j'allais toujours deux par deux. Donc, il a dit, pourquoi on ne mettrait pas ça en italique? Puis ça m'est toujours resté. Puis, donc, c'est ça. Puis aussi, je pense que cette voix-là, que j'appelle ma voix en italique, c'est aussi, je pense, peut-être une métaphore pour la voix de mes doutes. Parce que n'importe quoi que je fais ou que je pense, il y a toujours une voix qui dit est-ce que tu es certaine ou est-ce que c'est vrai? Donc, je pense que c'est un peu un symbole de ça en même temps. Pour clarifier, dans Judas, c'est le titre des chapitres qui est en italique. Et pour ce qui est de la forme, il faut vraiment lire les livres en format papier pour vraiment l'apprécier. Ça ne se transmet pas aussi bien sur une liseuse. Là. J'ai vérifié, là, je suis retournée à la version papier de vos livres. Donc, je le dis pour ceux qui voudraient vous découvrir. Dans ce cas-ci, je choisirais la version papier lorsque les deux sont disponibles. Pour les platanes d'Istanbul, donc, de ce que je comprends, Caroline Lavergne, elle a été sur place. Elle n'a pas seulement dessiné à partir de vos écrits. Ce qu'on voit dans ces tableaux, c'est des magnifiques aquarelles. C'est sa version aussi d'Istanbul. C'est ça. Donc là aussi, on a une vraie dualité. C'est un travail de vous deux. Là. Oui, puis c'est pour ça que sur la page couverture, c'est écrit dessin par Caroline Lavergne et non illustration. Parce qu'elle n'a pas illustré mon propos. Elle a vraiment dessiné son voyage à Istanbul. Ce qui s'est passé avec les platanes, c'est que quand je suis arrivée à Istanbul, j'ai commencé à publier des petites tranches de vie sur les réseaux sociaux. Et Caroline, c'était l'amie d'une amie. Bon, on était amis connectés comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, elle m'a contactée. Elle a dit « Ah, c'est très drôle ce que tu écris. C'était un peu des anecdotes. » Elle a dit « Écoute, qu'est-ce que tu en penses si je viens à Istanbul puis qu'on fait un livre ensemble? » C'était son idée. Et puis donc, elle est venue pendant 3 mois. Elle a loué un studio au centre-ville. Et puis, elle est venue pendant 3 mois. Et puis, on a peut-être fait quelques excursions, si je peux dire, là, ensemble, dans la mesure où on est partis ensemble se promener quelques journées, mais seulement, tu sais, pas si longtemps que ça, parce que c'était vraiment, elle avait besoin d'être seule. Et puis, moi, je parle tout le temps, comme vous avez vu. Donc, je pense que je la saoulais. Elle ne me l'a pas dit, mais... Donc, elle est partie de son côté faire ses aquarelles. Et puis, c'est à Toronto qu'on s'est rejoint et on a tout mis. Elle avait tout imprimé, ses aquarelles en petit format sur des petites cartes et on les a toutes mis sur le mur. Ici à Etobicoke.
Moi aussi, j'avais tout imprimé en petit format, mes petits chapitres. Et puis, on a fait du collage sur les murs et c'est comme ça que les platanes sont nés. C'est fascinant parce que ces aquarelles illustrent vraiment votre récit. En tout cas, c'est fascinant de savoir que vous avez collaboré ensemble, mais elle est aussi partie d'elle-même, mais ça correspond tout à fait à ce que vous racontez quand même. C'est extrêmement cohérent. Oui, c'est ça. On avait un paquet un paquet de textes, un paquet de photos, puis on y est vraiment allé au feeling parce que ce qui est écrit, ce n'est pas nécessairement directement lié à ce qui est dépeint. Donc, c'est vraiment on est allé vraiment avec nos sentiments pour les relations entre les images et le texte. Vous aviez déjà d'ailleurs un intérêt, je pense, pour les récits de voyage illustrés, si je ne me trompe pas, avec votre mémoire de maîtrise. Donc, ça, c'était comme poursuivre vos recherches là-dedans, mais le faire en même temps, c'était plus concret, c'était l'aboutissement de ça, mais d'une autre manière. Exactement, oui. Ouais. Je vois c'est presque la fin. On aurait le temps pour une dernière question si quelqu'un veut taper très rapidement une question, soit sur Facebook, soit sur Zoom. Sinon, moi, je peux peut-être enchaîner. Pour revenir à la question qu'on a eue tout à l'heure de Peter Cupidura, j'ai remarqué aussi qu'il y a une énorme, c'est très torontois pour moi, il y a une très grande sensibilité au plurilinguisme dans votre œuvre. Vous mentionnez souvent quelle langue les personnages parlent, leur degré de connaissance d'une langue, vous allez mettre des mots étrangers pour nous, lecteurs francophones, et vous allez expliquer leur prononciation. C'est plutôt une remarque qu'une question, là, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Vous écrivez habituellement dans un français assez standard, normalisé. Par contre, la voix narrative, sauf dans Mère Grand, où on a une apparition du vernaculaire. On a la grand-mère qui parle ce que vous appelez la langue des vieux, qui, pour moi, sonnait extrêmement juste. Là. J'entendais ma grand-mère parler. Est-ce que ça a été difficile de faire ça, d'écrire? Non, je l'entendais vraiment. J'entendais le joual de ma grand-mère, ses expressions. Je l'entends toujours. Puis d'ailleurs, on parle souvent comme elle, même aujourd'hui dans la famille. Ça va faire 10 ans qu'elle nous a quittés, mais des fois, on reprend des expressions d'elle. On l'entend toujours. Puis quand j'écrivais le livre, ben, tu es toujours vivante à ce moment-là, mais quand j'écrivais Mère Grand, je ne me suis pas forcée. C'était vraiment ses expressions, sa voix que j'entendais. Puis c'est la voix de toute cette génération de personnes au Québec qui parlaient le joual. Ben, je dis au Québec, mais dans le nord de l'Ontario, j'ai pas mal entendu les mêmes expressions. Bon, peut-être mélangées avec un petit peu plus d'anglais, mais sinon, il y a à Hearst, les gens à qui j'ai parlé à Hearst ou à Sudbury ou donc à Kapuskasing, dans le cadre de mon travail, c'était pas mal la même langue. C'est une langue, mais certaines expressions sont appelées à disparaître. C'est des expressions qu'on n'utilise plus, mais j'ai voulu encore une fois les immortaliser dans ce livre-là. Et ça marche, elles le seront en fait. En tout cas, c'était extrêmement juste, je trouvais, comme langue des vieux. C'est vraiment de toute beauté. Je pense qu'avoir l'heure que c'est déjà la fin. Alors, j'aimerais vous remercier, Tassette Rifiatis Tesgal, d'avoir été avec nous ce soir. J'encourage tout le monde à aller lire vos livres si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment une œuvre magnifique. J'ai eu énormément de plaisir à m'y plonger dans les dernières semaines. Je redonne la parole à Yves Turbide pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Tassia, pour cette générosité, pour nous avoir entretenu sur cet ensemble d'ouvrages qu'il me tarde de lire. Merci beaucoup, Ariane, entrevue menée de main de maître, très agréable. Je suis certain que tous ceux et celles qui ont participé ou qui ont assisté à la rencontre en ont profité grandement. Alors, sur ça, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, à vous deux. Merci à tout le monde qui a assisté à cette rencontre. On vous convie le 1er décembre prochain pour une rencontre avec Chloé Laduchesse. Alors, ce sera à 19h. L'entrevue sera menée par Hugues Baudouin-Dumouchel. Également, on vous informe que la programmation de janvier à avril est en fin de préparation. On peut quand même vous proposer pour le 19 janvier
une rencontre avec Marie-Josée Martin, une autrice d'Ottawa, qui vient tout juste de publier un livre aux éditions Prise de parole en octobre dernier. Alors, on vous invite également à vous rendre sur la page d'accueil de notre site Internet pour voir l'ensemble de la programmation dans les prochains jours, ainsi que sur la page Facebook. Le tout devrait être affiché très bientôt. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci tout le monde.